Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Dans ce journal, nous ferons le point sur la pandémie du nouveau coronavirus dans le monde et en Afrique. Nous irons notamment à Libreville au Gabon, où les pharmacies sont prises d'assaut par une population en quête de ce qui pour l'heure reste le remède à avoir contre le Covid-19, à savoir la chloroquine. Le nouveau coronavirus qui suscite toujours de nombreuses questions auprès des populations. Par exemple, combien de temps le virus qui cause le Covid-19 peut-il survivre sur des surfaces? Éléments des réponses dans un instant. En France, le coronavirus a provoqué la surcharge des hôpitaux, très souvent en manque de personnel. Alors, plusieurs se tournent vers des cliniques privées. Immersion dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. La pandémie en Afrique est à un tournant décisif. C'est le message principal que l'Organisation mondiale de la santé a voulu faire passer lors d'une communication organisée hier conjointement avec le Programme alimentaire mondial. C'est ce que souligne le magazine Jeune Afrique. Le cap d'1 million de personnes infectées a été franchi, mais le continent ne compte pour l'heure que quelques milliers de cas. Signalons par ailleurs que plus de 5000 personnes sont poursuivies par la justice marocaine pour avoir violé l'état d'urgence sanitaire instauré dans le pays le 20 mars pour freiner la propagation du Covid-19. Parmi les personnes poursuivies, 334 ont été placées en détention selon le ministère public. Les sanctions pour violation de l'état d'urgence sanitaire vont jusqu'à 3 mois de prison et ou des amendes pouvant aller jusqu'à 1300 dirhams, soit environ 350 $. Des hôpitaux sénégalais aux pharmacies de rue camerounaises en passant par des entreprises pharmaceutiques sud-africaines, l'Afrique subsaharienne, désarmée face au nouveau coronavirus, se rue sur la chloroquine, un médicament bien connu de ses habitants. À Libreville, les pharmacies sont prises d'assaut. Tous sont là pour mettre la main sur ce possible remède. Dili Diko raconte. Ici, dans la capitale gabonaise, les files d'attente s'allongent devant les pharmacies. Suite à la propagation du nouveau coronavirus en Afrique, les Gabonais espèrent se procurer de la chloroquine pour se préparer au pire. Avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de clients qui viennent demander la chloroquine. Malheureusement, cette spécialité, que ce soit sous forme de Nivaquine ou autre, n'est pas disponible actuellement dans nos officines de pharmacie. La chloroquine et ses dérivés, utilisés durant des années pour soigner le paludisme sur le continent, suscitent l'espoir chez beaucoup de personnes. Mais leur efficacité est encore loin d'être prouvée et leur généralisation dans le traitement du Covid-19 divise la communauté scientifique. La majorité de nos patients viennent vers nous pour nous demander de la chloroquine, pour en mettre en stock au cas où quelqu'un de leur famille a le corona, ils vont déjà anticiper. Mais il faut aussi bien qu'on les explique que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au-delà des dangers de l'automédication, l'OMS a appelé à plusieurs reprises à la prudence. Mais sur le continent africain, qui dispose de peu de moyens pour lutter contre le virus, les autorités n'ont pas hésité longtemps et les particuliers ont fait de même. Ah oui, j'ai des amis qui souhaiteraient bien avoir des prévisions, même s'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de rencontrer un médecin, mais ils veulent quand même avoir la chloroquine à la maison. Voilà, juste en guise de prévention, voilà, c'est tout. Pourtant, si l'on venait à prouver l'efficacité de la chloroquine face au nouveau coronavirus, l'Afrique, qui importe la majorité de ses médicaments, pourrait en manquer. Car déjà, la France a interdit son exportation et le Maroc a réquisitionné tous ses stocks. Depuis le 16 mars dernier, les écoles et universités sont fermées au Burkina Faso à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Une fermeture qui se prolonge jusqu'au 14 avril prochain.
Face à cette situation, des écoles ont décidé de faire autrement pour dispenser les cours en ligne et tenter de rattraper le retard. Le système semble marcher, même s'il rencontre quelques difficultés liées notamment à la connexion Internet. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Ici à l'Institut africain de management, une école supérieure de Ouagadougou, les cours sont suspendus comme dans tous les établissements d'enseignement du pays depuis le 16 mars dernier. La raison est connue, le nouveau coronavirus qui prend des proportions dans le pays. Le cours, son titre c'est cours de gestion de transport containerisé et le support est mis par le professeur qui se présente et on voit là l'interaction entre le professeur et les étudiants. Nous avons décidé, pour ne pas rester les bras croisés, permettre à nos étudiants, tout en restant confinés à la maison, de continuer à travailler, de prendre leurs cours normalement, de continuer à interagir avec les enseignants. Nous avons prévu de finir l'année scolaire en fin mai, donc ça sera effectif. On décide de se rendre à Katria, un quartier de Ouagadougou, retrouver cet étudiant en 3e année de droit privé. Confiné chez lui, il suit les cours de l'école à distance. Actuellement, il y a des cours qu'on nous envoie et j'ai 5 cours qui étaient prévus. Et maintenant, on essaie de lire, d'être à jour et même on discute avec les enseignants. On fait des commentaires, on discute et l'enseignant aussi, s'il a des apports, il nous donne des apports. Donc, vraiment, cette initiative-là, elle est bienvenue et ça nous aide pendant ce temps de confinement. Autre école, même réalité. À l'African American Academy, une école primaire et secondaire, on est déjà habitué à e-learning, l'enseignement à distance. Mais avec la nouvelle donne, les enfants doivent avoir une certaine discipline. Avec les cours à la maison, d'abord, ils devraient s'habituer à s'asseoir et être devant l'ordinateur, même s'ils sont vraiment à l'aise et ils veulent faire d'autres choses à la maison. Il faut maintenant une discipline pour continuer à suivre les cours à la maison. La prochaine rentrée des classes au Burkina est prévue pour le 14 avril. Si toutefois cette rentrée est effective, cela fera presque un mois que les écoles sont restées fermées au Burkina. Mais de nombreux observateurs estiment que cette nouvelle date sera encore prolongée à cause de la propagation de la pandémie dans le pays. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La Commission européenne a proposé une nouvelle initiative de secours de près de 109 milliards de dollars pour soutenir les millions d'Européens sans emploi à cause de la crise du nouveau coronavirus. Le programme encouragerait les employeurs des États membres à réduire les heures de travail des employés au lieu de les licencier. Les 27 membres de l'Union européenne doivent encore voter sur la mesure. En France, la pandémie du Covid-19 a fait 471 morts en 24 heures, portant le total à plus de 4500 décès en milieu hospitalier. Le Royaume-Uni a, lui, enregistré plus de 680 morts supplémentaires en une seule journée, portant à plus de 3600 le nombre de morts dans le pays. Le Premier ministre Boris Johnson est toujours en quarantaine et la reine Elisabeth II devrait s'adresser dimanche au pays du Commonwealth. Le coronavirus a par ailleurs fait au moins 53 600 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine. Ici, aux États-Unis, déjà 6 000 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus. Les autorités ont depuis longtemps averti que ce nombre pourrait augmenter de façon exponentielle si les précautions ne sont pas prises, ce qui semble évidemment être le cas. À la Maison-Blanche, les médecins du groupe de travail sur le Covid-19, mis en place par le président Donald Trump, soulignent que les chiffres montrent que certains Américains ne respectent pas du tout les directives nationales sur le lavage des mains et le confinement. Et à propos de la pandémie du Covid-19, je vous propose de suivre une patiente. Elle s'appelle Oumou Dakio. Elle habite New York et elle a contracté le virus.
Elle nous raconte ici son cauchemar. Elle est au micro d'Arzuma Compaoré. Je suis allée faire du sport. Au retour, je sentais des maux de tête. J'avais froid. Et ma gorge commençait à me gratter un peu. Je suis rentrée me coucher. Et la fièvre montait, le froid s'augmentait. Et je sentais la fatigue. Et j'ai demandé à mon mari si on pouvait aller à l'urgence pour me rassurer. Parce que je ne vais pas bien. Arrivé à l'hôpital, déjà lui, ils l'ont dit qu'il ne peut pas rester même dans la salle d'attente pour m'attendre, qu'il n'a qu'à aller attendre dans la voiture. Et moi, ils m'ont reçu dans une salle vraiment isolée. Après, il y a le médecin qui est rentré, il était blindé, je ne voyais pratiquement même pas ses yeux, j'ai commencé à avoir peur. Le médecin m'a posé des questions, j'ai répondu, après ils ont pris ma température, j'étais à 1,08, 108. Ils m'ont donné 2 comprimés sur place que je ne me rappelle pas du nom. Après, ils m'ont dit que bon, je pouvais rentrer, mais je dois rester en quarantaine jusqu'à ce que les résultats sortent. Ils ont appelé mon mari pour lui dire que le test était négatif, positif. Ah, tout est tombé sur moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais comment j'ai eu cette maladie où? Parce que je fais taxi ici. Moi, j'ai tout arrêté. Seulement, je partais souvent au supermarché. Et vu tout ce qu'on voyait à la télé, moi, je commençais déjà à faire une dépression parce que je me posais la question, mes parents ne sont pas ici. Je n'ai personne dans la maison, je peux mourir à tout moment. Depuis hier soir, je vais vraiment mieux. J'arrive à parler, j'ai même fait ma bouillie moi-même. Et je ne priais pas, j'ai même prié aujourd'hui. Voilà. Dans le cadre de notre série Questions du jour, Salwa Jafari nous propose aujourd'hui une question que tout le monde se pose en ce moment, à savoir combien de temps le virus peut-il survivre sur des surfaces et des objets. Voici ce qu'elle a pu réunir comme élément de réponse, sachant bien entendu que ces indications peuvent changer au fil du temps, puisque la communauté scientifique elle-même n'a pas toutes les réponses s'agissant du comportement de ce virus. Suivant. Question du jour. Combien de temps le virus qui cause le Covid-19 peut-il vivre sur les surfaces? Voici la réponse de l'université de Johns Hopkins aux États-Unis et du New England Journal of Medicine. Selon une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine, SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, peut vivre dans l'air et sur les surfaces entre plusieurs heures et plusieurs jours. L'étude a révélé que le virus est viable jusqu'à 72 heures sur le plastique, 48 heures sur l'acier inoxydable, 24 heures sur le carton et 4 heures sur le cuivre. Il est également détectable dans l'air pendant 3 heures. Dans quelle mesure devrions-nous nous inquiéter du risque d'être infecté simplement en touchant quelque chose avec laquelle une personne infectée était en contact il y a quelques jours? Ce qui attire beaucoup de presse et présenté hors contexte, c'est que le virus peut rester sur du plastique pendant 72 heures, ce qui semble vraiment effrayant. Mais ce qui est plus important, c'est la quantité de virus qui reste. C'est moins de 0,1% du matériel viral du départ. L'infection est théoriquement possible, mais peu probable après quelques jours. Alors que l'étude du New England Journal of Medicine a révélé que le virus Covid peut être détecté dans l'air pendant 3 heures, dans la nature, les gouttelettes respiratoires tombent plus rapidement que les aérosols produits dans cette étude. Les aérosols expérimentaux utilisés dans les laboratoires sont plus petits que ceux qui sortent d'une toux ou d'un éternuement. Ils restent donc dans l'air au niveau du visage plus longtemps que les particules plus lourdes resteraient dans la nature. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Lyndon, de retour avec vous. Le navire hôpital militaire Comfort est arrivé à New York pour aider à libérer des places dans les hôpitaux pour les malades atteints de Covid-19. Cet énorme navire n'est que l'un des nombreux moyens déployés par l'armée américaine pour soutenir les États-Unis dans la lutte contre la pandémie. Carla Babb, correspondante de la VOA au Pentagone, a recueilli les dernières nouvelles. Dili Diko raconte. Les équipes médicales du USNS Comfort traitent désormais des patients à New York. Le navire, comme son nom l'indique, est un réconfort pour les New-Yorkais. Sentir la présence de l'armée américaine à New York me procure le sentiment que tout va rentrer dans l'ordre. C'est un hôpital mobile. Le navire est tellement impressionnant et le fait qu'il soit ancré dans notre port est une lueur d'espoir. Ce navire hôpital n'est pas la seule ressource militaire dédiée aux patients new-yorkais. Le corps du génie de l'armée a également transformé l'immense centre de convention de New York en hôpital pour près de 3000 patients. Ce qui est bien dans ce centre de convention, vous ne le savez sûrement pas, c'est qu'au sol, à tous les 3 mètres, il y a une armoire électrique. En plus de cela, il y a un raccord d'eau froide et chaude et aussi un endroit pour évacuer les eaux usées. Il est donc possible de monter des lavabos en plein milieu du centre de convention. Le navire hôpital et le centre de convention sont destinés aux patients non atteints du nouveau coronavirus. Leur transfert va permettre aux patients contagieux du Covid-19 d'être isolés dans les hôpitaux locaux. Le général en charge du corps du génie a déclaré que ses équipes construisent 3 autres hôpitaux temporaires à New York avec des espaces dédiés aux patients atteints du nouveau coronavirus. Au total, son équipe examine 114 sites à travers le pays pour construire des hôpitaux temporaires. Parmi ces sites, le centre de convention de Chicago, qui pourra soigner des patients du Covid-19. Nous avons trouvé un moyen de réduire la pression de l'air dans tout le centre de convention de Chicago. Sur la côte ouest, le navire hôpital Mercy continue d'accueillir des patients des hôpitaux de Los Angeles. Et la garde nationale a déployé des milliers de soldats à travers le pays pour livrer et administrer des tests de Covid-19. Mais l'armée n'est pas à l'abri du virus. Le test de plusieurs centaines de soldats au Covid-19 s'est révélé positif, notamment des militaires à bord du porte-avions USS Theodore Roosevelt. En France, les hôpitaux publics débordent de patients atteints du Covid-19. À Paris, les cas qui nécessitent une prise en charge dans des salles de soins intensifs excèdent le nombre de lits disponibles. Des cliniques privées offrent alors leurs services pour venir en aide aux malades. C'est le cas de la clinique Ambroise Paré en banlieue parisienne. Immersion dans cette enceinte avec Yacouba Ouedraogo. Elle est aux urgences de Bobigny, donc il faut faire le lit assez vite. Comme chaque jour, c'est une journée marathon qui vient de commencer pour le docteur Pierre Squara dans cette clinique privée à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. La clinique Ambroise Paré a consacré presque tous ses lits aux patients atteints du coronavirus, absorbant certains débordements des hôpitaux publics. Ici, les soignants sont en service 24 heures sur 24 pour aider les 16 patients de Covid-19 à se remettre. Le stress est omniprésent. Chacun a les anxiolytiques qu'il peut. Moi, mon anxiolytique, c'est de faire des courbes. Et indiscutablement, la proportion de malades qui arrivent en réanimation et la proportion de patients qui décèdent baisse. C'est-à-dire qu'en nombre absolu, ça augmente, mais en proportion, ça baisse. Donc on peut penser que vers le 7 ou 8 avril, le pic sera passé. En attendant cette lueur d'espoir, les lits ne sont jamais vides. Une fois qu'un patient de l'unité de soins intensifs récupère et est transféré à un autre étage, les services d'urgence de la ville amènent un autre. Ce dernier n'arrive plus à bien respirer et il faut lui masser le dos et le faire changer de position. Presque tous les cas qui arrivent ici sont déclarés positifs au Covid-19, quel que soit l'âge. Dans cette réanimation, le plus jeune a 35 ans, le plus vieux 77. Il y en avait un de 81 qui est sorti hier, guéri. Comme quoi tous les personnes âgées ne décèdent pas. En région parisienne, le nombre de lits en réanimation est désormais pratiquement égal au nombre de patients. 10 de ceux de la clinique Ambroise étaient sous respirateur artificiel depuis le mercredi 1er avril, tandis que 5 ont montré des signes de guérison et ont été extubés. L'un est dans un état très critique. Faire en sorte que les patients soient stables.
C'est ça qui est un peu plus dur. En fait, ça vacille d'une minute, ils vont bien. Après, ça va pas bien. D'où la décubitus ventrale pour les aider un petit peu. Mais c'est ça le plus dur. Sinon, la fatigue, on oublie. Entre prendre soin de patients gravement malades et essayer de se protéger, l'équipe d'Ambroise Paré se dit épuisée. À la fin de la journée, on est fatigué, épuisé. Et c'est surtout qu'on essaie de se protéger un maximum, mais on peut nous aussi attraper le Covid-19, quoi. À l'échelle nationale, la France a augmenté le nombre de lits dans les unités de soins intensifs de 5 000 à environ 10 000 depuis le début de la crise et elle espère atteindre 14 500 lits. Le lavage régulier des mains avec du savon et de l'eau est l'un des meilleurs moyens de stopper la propagation du nouveau coronavirus. Dirigeants et experts médicaux du monde entier s'accordent sur cette recommandation. Mais en Afrique, cette mesure préventive est difficile à suivre car beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau courante. Anita Powell de VOA s'est entretenue avec des organisations qui tentent tant bien que mal de changer la donne sur le continent. C'est un récit de Blanche Sanou. Certaines personnes peuvent penser que cette maladie ne les concerne pas et ne les affectera jamais. Elles se disent que c'est quelque chose dont on ne parle que dans les journaux, sur les réseaux sociaux ou dans les reportages à la télévision. Mais c'est réel et cela représente un grand danger pour chacun d'entre nous et pour notre société également. Un beau discours, mais en entendant l'un des plus grands défis du continent africain est tout simplement l'accès à l'eau courante. Même en Afrique du Sud, un pays relativement développé, des millions d'habitants n'ont pas d'eau courante à la maison et il faudrait des années pour changer cela. Des organisations caritatives comme Living Water International ont installé des points d'eau et des stations de lavage des mains dans des pays comme le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burkina Faso. Le responsable de l'eau et de l'assainissement de l'organisation affirme que les gens ont adopté ce programme avec enthousiasme. Cela est particulièrement important dans les zones à forte densité comme les camps de personnes déplacées et de réfugiés. Dans ces endroits, des groupes comme Catholic Relief Services intensifient également leurs efforts d'hygiène. Nous sommes en mesure d'atteindre bien plus d'1 million d'Ougandais avec des messages sur le lavage des mains et la promotion de l'hygiène en général. Cela signifie par exemple que dans les camps de réfugiés, dans le nord-ouest du pays, nous avons des volontaires qui se tiennent au point de lavage des mains où les réfugiés récupèrent leur eau potable et pendant qu'ils vont chercher leur eau potable, nous prenons essentiellement le temps avec les réfugiés pour leur parler du nouveau coronavirus et comment mieux se protéger et protéger leur famille pour s'assurer qu'ils gardent leur eau propre et bien stockée et qu'ils se lavent les mains fréquemment. Le lavage des mains semble être une routine banale, mais dans la crise actuelle, cela pourrait sauver plus de vies si la majeure partie de la population arrive à l'adopter. Pour la première fois de toute sa carrière, le conteur adulé du Burkina Faso, Kendega Piengdewinde Gérard, dit KPG, s'est mis en ligne pour raconter ses histoires en direct sur Facebook. Mais pas dans le but de propulser l'art traditionnel si prisé aujourd'hui encore en Afrique de l'Ouest, mais plutôt pour aider les Burkinabés à endurer le couvre-feu imposé en raison de la pandémie du coronavirus. Davantage avec Jacques Aristide. Chaque soir à 19h30, heure de Ouagadougou, le conteur Kientega Piengdewinde Gérard fait vibrer les cordes de sa kora et entame la narration de ses contes via Facebook Live pour amuser, distraire son audience au Burkina Faso et au-delà. Son pays est le plus touché par la pandémie du coronavirus en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans l'atelier de l'inamovible enclume. Lorsque le gouvernement a décrété l'état d'urgence en mars dernier, KPG, comme on l'appelle, a décidé d'accompagner grâce à Internet ses fans confinés chez eux. Également écrivain et metteur en scène, il a remporté plusieurs prix internationaux et participe chaque année à des dizaines de festivals dans le monde. Beaucoup de Burkinabés disent que le conteur a ravivé cette tradition en déclin. C'est très bien qu'en fait, à travers Facebook Live, je puisse partager ma parole, partager les moments de confinement un peu dans la joie et dans la bonne humeur pour ne pas se sentir un peu emprisonné.
je trouve que c'est un moyen aussi de laisser passer le temps et de passer à autre chose. C'est pourquoi je n'ai pas voulu raconter des histoires qui ont un lien, des histoires thématiques par rapport à coronavirus, parce qu'en fait, tout le monde en a parlé déjà. Relwende Zida, un étudiant de 27 ans, est un grand fan. Il a dû interrompre sa maîtrise en politique, histoire et relations diplomatiques à l'université de Ouagadougou après la fermeture des écoles et universités à cause du Covid-19. Bon, c'est difficile pour nous parce que le Ouagalais qui n'est pas habitué à rester à la maison, à être confiné à 19h, et qui n'a pas d'occupation, voilà, si à 19h30, il a ces 10-15 minutes là de joie, de fou rire, à travers le spectacle du KPG, bon, ça décontracte quoi. Personnellement, je vais suivre tous les spectacles. J'ai commencé à suivre hier, aujourd'hui j'ai suivi, je vais suivre tous les spectacles jusqu'à la fin. Et je fais aussi des publications pour partager parce que je sais ce que le conte représente pour nous en tant qu'Africains. Avant de démarrer son show, KPG fait savoir à son public si la narration est destinée aux adultes ou aux enfants. Vu le nombre de personnes, déjà pour la première fois, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Même s'il n'aime pas parler de coronavirus, il se lave toujours les mains avant d'entrer dans ce qu'il appelle l'atelier de la forge, là où il se met pour partager ses histoires. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message, moi je ne le connaissais pas, qui disait que sa fille, quand il a vu que moi j'ai lavé mes mains, elle aussi, elle s'est dit, ah bon, moi aussi je vais aller me laver les mains pour venir écouter l'histoire. Donc du coup, ça veut dire que ça a un écho, ça a un impact et ça fait plaisir. Relwende Zida, qui vit avec ses frères, a dû changer son mode de vie depuis le début du couvre-feu au Burkina. Comme des millions d'autres personnes à travers le monde, il ne peut plus sortir avec ses amis la nuit. On a installé le grain comme d'habitude, parce que depuis le couvre-feu a commencé, on installe le grain à partir de 19h. Et voilà, on s'assoit ici ensemble et puis on partage le thé. Bon, ça change tellement de choses dans nos habitudes parce que on n'est pas habitué à ça. Moi, personnellement, quand je quitte le boulot, je rentre, je prends une douche, après je ressors et je vais discuter avec des amis au bord et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je suis obligé de rester à la maison parce que je ne peux plus faire ça, il y a le couvre-feu. Donc ça change fondamentalement quelque chose dans mes habitudes. Le conteur KPG appelle ses camarades artistes à se joindre à lui pour aider les gens à traverser cette pandémie, parce qu'il pense qu'ils ont des pouvoirs de persuasion bien plus importants que les politiciens et les experts pour lutter contre le coronavirus. Chers amis, chers enfants, chers parents, chers collègues, le coronavirus n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et il faut respecter les consignes sanitaires du ministère de la Santé, se laver régulièrement les mains, éternuer comme ça, dans le creux du coude. Merci encore à Zida Relwende pour ses partages. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée et un bon week-end.